Bienvenue pour cette table ronde futurible consacrée aux questions d'énergie en Afrique, plus précisément quels besoins en énergie en Afrique à horizon 2040. Pour discuter de ces sujets, j'ai la chance d'avoir trois personnes avec moi. Une personne que je vais présenter qui est loin et qui vient de nous rejoindre, qui est au Sénégal, Monsieur Moubarak Lo. Moubarak Lo dirige et est directeur général du Bureau de prospective économique de la République du Sénégal. J'ai aussi Gilles Toukam avec moi. Alors, Gilles Toukam, il est manager Growth Development Energy Business pour l'Afrique et l'Europe chez Varstila. Et enfin, monsieur Louis-François Duret, qui est directeur du master spécialisé Management of Energy Project à l'École des Ponts. Le sujet de ce soir est un vaste sujet que nous allons forcément découper à la hache et nous ne pourrons pas contenter tout le public, concerne les problématiques d'énergie en Afrique, à la fois les besoins et les problématiques de financement. Excusez-moi. Pour dresser un tableau, avant que nous commencions à discuter un petit peu des enjeux, voici le chiffre de la population que j'ai recensé ce matin en faisant mes devoirs sur Internet. Je suis allé voir sur le site des Nations Unies un petit peu la population en Afrique et je suis tombé sur le chiffre de un petit peu plus de 900 millions en 2024. J'ai regardé les estimations de ces mêmes Nations Unies pour 2040, excusez-moi. Et là, je suis tombé sur un chiffre de 1,369 milliard d'habitants, voire 370 millions. On est donc normalement sur une projection d'augmentation de la population de 50% sur 16 ans. Vous voyez, c'est donc extrêmement rapide. On est donc dans un continent ou sur un continent sur lequel les questions de croissance démographique vont jouer un rôle sur la qualification des besoins en énergie, et par ailleurs sur un continent où l'accès en énergie est inférieur à celui qui est observé ailleurs. À la fin de l'année 2021, on comptait à peu près 600 millions d'Africains, à peu près 43% de la population du continent, soit 4% de plus qu'en 2019, qui n'avaient pas accès à l'électricité. Les taux d'accès sont encore relativement faibles dans un contexte expansionniste. La plupart des personnes qui ne sont pas connectées sont plutôt dans les espaces ruraux, 80% d'entre elles. Et on dit qu'aujourd'hui, 970 millions d'Africains n'ont pas accès à des combustibles de cuisson propres, ce qui a évidemment des conséquences importantes sur le plan sanitaire. Alors, pour faire face à ces besoins, déjà aujourd'hui, on est dans une situation qui est extrêmement compliquée. Par ailleurs, le continent a décidé évidemment de se développer et ce développement implique effectivement de nouveaux besoins en énergie. Donc, on a des problématiques d'industrialisation qui sont programmées. Si on prend l'agenda de l'Union africaine de 2063, il y a effectivement une stratégie d'industrialisation qui est prévue sur le continent et qui, elle aussi, si on prévoit de transformer un petit peu les ressources dont le continent dispose, des ressources pétrolières, des ressources gazières, mais aussi des ressources en minerais, et puis des ressources en bois, etc., de forts besoins en énergie qui y sont associés. La question de l'Afrique est donc extrêmement complexe, rien que sur le plan des besoins, puisque effectivement tout le monde n'a pas accès à l'énergie et à l'électricité, et que les besoins risquent d'être croissants à horizon 2040, 50% de population en plus, des perspectives d'industrialisation, et des changements aussi dans les programmations et dans les perspectives agricoles. Les itinéraires techniques se complexifient, on utilise plus d'intrants, on a une perspective d'intensification aussi agricole qui est associée sur le continent, et donc le secteur agricole devrait lui aussi être plus consommateur, ainsi que celui des services. Alors le grand sujet, c'est qu'est-ce qu'on peut faire face à ça et qui doit agir face à ça? Pour agir face à ça, il y a des engagements qui ont été pris évidemment dans le cadre des accords de Paris notamment, des engagements pris par les pays développés autour d'un fonds qui s'appelle le Fonds vert pour l'environnement, Fonds vert pour le climat, qui a été créé en 2009 et qui doit abonder les pays les moins avancés et les pays en développement à hauteur de 100 milliards, mais ces promesses tardent à s'épanouir. Dans l'accord de Paris, on a pas mal de choses qui parlent de finances et de transfert de finances. On a des accords qui doivent permettre aux pays africains d'accéder à des technologies et on a aussi des enjeux autour des renforcements des capacités. Et malgré tout, eh bien pour le moment, en Afrique, la situation n'est toujours pas à la hauteur des besoins.
Il faut dire que l'Afrique est, ça une double perspective parce que d'une part, elle doit effectivement renforcer ses capacités de production énergétique et que d'autre part, elle doit le faire dans le cadre de la transition énergétique. Et pourtant, l'Afrique contribue peu aux émissions de gaz à effet de serre. Hein. J'ai pris quelques chiffres. Voilà, le pays le plus impactant en Afrique est l'Afrique du Sud. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça, c'est 6,7 tonnes. Donc, c'est une consommation déjà assez élevée. Mais des pays comme l'Angola, on est à 0,6 tonnes par habitant. L'Égypte, qui est déjà industrialisée, on est à 2 tonnes par habitant. Le Nigeria, on est à 0,5 tonnes par habitant. Donc, l'Afrique a à faire face à des changements, doit s'industrialiser, doit s'équiper en mix énergétique, en mix vert, alors qu'elle ne pollue pas beaucoup. Pour parler un petit peu de tout ça, j'ai donc 3 personnes avec moi. On va certainement commencer à échanger avec Louis-François Duret autour des questions effectivement qui tournent peut-être au potentiel, parce qu'on peut être surpris. L'Afrique, c'est un continent, c'est évidemment 55 pays, des situations très contrastées, mais néanmoins, en termes de potentiel, tout est là pour produire, enfin pour disposer d'énergie, pour la distribuer et la produire. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon, s'il vous plaît, de ces enjeux en Afrique? Merci Louis-François. Merci Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et tous. Alors je vais d'abord essayer de partager ma présentation. Est-ce que vous la voyez? Merci. Bon, eh bien, écoutez, effectivement, il m'échoit la lourde responsabilité d'engager cette discussion. J'ai préparé quelques transparents pour vous dire, bien sûr, quel était le potentiel du continent africain à l'horizon 2040. C'est la question posée. Je vais commencer également par quelques remarques sur la situation actuelle, même si Thierry Homel en a déjà parlé. L'Afrique détient de vastes ressources potentielles en énergie, mais est dans une situation complexe. Je ne reviens pas sur les chiffres qui ont été donnés. Le continent est riche en ressources fossiles, qui représentent 40% des exportations de l'Afrique globalement et qui sont une source de revenus absolument essentielle, majeure, pour quelques pays. Et ces exportations représentent plus de 60% des exportations totales de marchandises de 10 pays, ce qui les rend très vulnérables aux fluctuations des prix de marché, bien évidemment. L'Afrique est toujours très dépendante des énergies fossiles pour sa production d'électricité. Ça n'est pas connu de tous les observateurs, 75%, parfois 80%, ce qui est quand même considérable. Et jusqu'à présent, les capacités de production renouvelables, solaires et éoliennes, ont été très peu développées. Ça n'est pas tout à fait le cas de l'hydroélectricité, qui est historiquement bien développée en Afrique, mais avec un chiffre de 55 gigawatts qui est en fait faible par rapport à la capacité totale de production d'électricité du continent. Et il est à noter, alors ça s'explique évidemment par les crises récentes que le monde et l'Afrique en particulier ont traversées, que les investissements réalisés en 2021 dans les renouvelables sont parmi les plus faibles depuis 2011 à un niveau de 2,6 milliards de dollars américains. Alors la production d'énergie en Afrique aujourd'hui, vous la voyez et vous constatez qu'elle est extrêmement dépendante des fossiles, effectivement. À cela s'ajoutent les biomasses et déchets qui sont utilisés localement pour satisfaire les besoins élémentaires en énergie et en cuisson en particulier. Des disparités régionales très importantes. Alors je crois que nous n'aurons pas beaucoup de temps pour rentrer dans les disparités régionales, mais il est important de les signaler. Vous les avez ici, ce sont des documents extraits, j'en recommande la lecture, des rapports récents de l'IRENA, l'Agence internationale des énergies renouvelables, sur l'Afrique. La production d'électricité extrêmement dépendante des fossiles, charbon en léger déclin, pétrole stable, voire en légère augmentation, et gaz naturel qui augmente considérablement. Et ensuite, vous retrouvez l'hydraulique au-dessus et à peine visible, le solaire, l'éolien, le nucléaire concentré en Afrique du Sud et la biomasse. Les énergies renouvelables sont encore peu présentes, comme je le disais en introduction, à part l'hydroélectricité, mais dont l'augmentation n'est pas évidente, on le sait. Les meilleurs sites ont été équipés, les autres sites sont longs et coûteux à équiper. Et on va revenir sur le solaire et le photovoltaïque. Le solaire, la capacité actuellement disponible en Afrique est de
10 gigawatts, ce qui est très modeste par rapport au potentiel du pays. Et en éolien, un peu plus de 6 gigawatts, ce qui est également modeste par rapport aux besoins du pays. Et vous voyez également la répartition géographique qui vous montre qu'une part très importante de ces capacités éoliennes sont installées au Maroc, en Afrique du Sud et en Égypte. Voilà, une illustration de l'évolution des investissements en Afrique dans les énergies propres, et vous voyez qu'effectivement, d'abord, ils sont, disons, très chaotiques d'une année sur l'autre. Alors, ça dépend, par exemple, de closing de grands projets, ce qui peut influencer la vision qu'on peut en avoir, mais le niveau atteint en 2021 est effectivement le plus faible depuis 2011. Et tout ceci est concentré dans un petit nombre de pays. Voilà, et vous avez la liste des pays à gauche et à droite la répartition par région. Et donc vous voyez que là aussi il y a des disparités régionales fortes. Alors un mot sur le potentiel. Et là encore je renvoie à un rapport de l'IRENA qui est extrêmement clair sur ce sujet. Le solaire, compte tenu de la très forte irradiation du continent, présente un potentiel absolument phénoménal, puisque avec seulement 1% des sols équipés en photovoltaïque ou en solaire thermodynamique, on arriverait à 7900 gigawatts, chiffre tout à fait colossal. En éolien, la capacité est importante. Vous verrez ensuite des cartes sur les distributions géographiques. 461 gigawatts à comparer avec la capacité actuelle, comme pour le solaire, qui était de 10 gigawatts, de 6 gigawatts et demi. L'hydroélectricité, le potentiel est important, mais les projets réellement à l'étude se montraient seulement à 131 gigawatts sur un potentiel de 1753 gigawatts. Quant à la biomasse, pour la production d'électricité, elle est marginale et elle se heurte notamment à des problèmes logistiques importants, puisqu'il faut collecter cette biomasse pour l'amener aux centrales de production d'électricité. Par exemple, la bagasse, résidu de la canne à sucre, qui est très développée au Brésil, ou les herbes à croissance rapide, posent des problèmes de collecte et de logistique qui sont importants. Et la production de biofuel à partir de résidus est intéressante, mais elle n'est pas non plus facile pour les mêmes raisons. À noter un sujet nouveau, mais dans lequel l'Afrique a une part importante, l'hydrogène et la production d'hydrogène vert. Nous en reparlerons. Un certain nombre de projets ont été identifiés et les développeurs de tout type, énergéticiens, développeurs de projets ou autres structures, les développent et vous en verrez la répartition géographique un peu plus loin. Il faut bien sûr des énergies renouvelables pour faire de l'hydrogène vert. Il faut également de l'eau, ce qui limite les sites potentiels aux grandes zones, je dirais, côtières, avec éventuellement dessalement de l'eau de mer. Donc, en conclusion, un potentiel considérable dans les énergies propres, c'est une bonne nouvelle, avec des répartitions géographiques régionales qui diffèrent selon les technologies, mais aussi après des problèmes de mise en œuvre de ces différents projets. Et vous voyez par exemple que pour la production d'électricité, la courbe qui est là montre qu'en capacité, le solaire photovoltaïque va rejoindre à l'horizon 2030 le gaz naturel, ce qui est une très bonne nouvelle évidemment, à pondérer toutefois par le fait qu'il s'agit d'une capacité installée et pas de production en térawattheure, bien sûr. Mais c'est quand même je dirais une évolution qui est intéressante à noter. Elle est également très positive dans le cas de l'hydro, de l'éolien, mais beaucoup moins, par exemple, sur la biomasse. Et on voit sur le même graphique la baisse du charbon, ce qui est une bonne nouvelle, une stabilisation du pétrole, bon, ce qui est peut-être une un peu moins bonne nouvelle, mais il y a des besoins évidemment à satisfaire avec ces énergies fossiles. On ne doit pas les ignorer. Le potentiel de l'Afrique dans les énergies solaires donc est considérable. Vous voyez, il est également assez bien réparti, sauf dans la partie centrale. Voilà, bon, ça c'est bien connu des personnes qui vivent et connaissent le continent. Par contre, dans d'autres zones, le potentiel est tout à fait considérable.
Et l'éolien, alors, une répartition un peu plus, je dirais, un peu moins homogène, mais intéressante notamment en bord de mer, dans le sud, dans le nord et dans l'est de l'Afrique. En chiffres, vous voyez que, par exemple, le potentiel total dans le solaire joue à plein en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, également en Afrique de l'Est, un peu moins dans les autres régions. En éolien, c'est beaucoup moins bien réparti et c'est beaucoup plus faible, évidemment. Et en hydroélectricité, c'est essentiellement l'Afrique centrale, l'Afrique australe et un peu l'Afrique de l'Est. Voilà, donc quand on discutera du développement de ces projets, il faudra bien sûr avoir ces chiffres et ces disparités régionales en tête. Quant à l'hydrogène, qui doit être produit donc à partir d'énergies renouvelables, on voit que beaucoup de régions, celles où on trouve de la ressource solaire et de la ressource éolienne abondante et donc bon marché, sont intéressantes. Et globalement, les prix de revient estimés par l'AIE, cette fois, sont très compétitifs par rapport au marché mondial anticipé pour ce produit. Donc c'est une bonne nouvelle. Le développement de ces projets ne sera pas non plus totalement évident, mais on peut imaginer que les importateurs auront un intérêt à les financer très directement par des financements privés. Et quelques projets qui méritent d'être notés, qui sont tout à fait gigantesques, en Égypte, au Maroc, pour des usages industriels locaux, plus que pour de l'exportation, en Mauritanie, probablement plus pour de l'exportation, en Namibie, avec un mix production locale et exportation. Donc, en conclusion, ce qu'on peut constater sur le développement actuel des énergies renouvelables, c'est qu'il n'est pas du tout à la hauteur du potentiel et des enjeux du continent. Les enjeux du continent, vous les connaissez, la crise climatique impacte tout particulièrement l'Afrique, notamment son agriculture, et donc il est très important, globalement, de développer très rapidement les énergies renouvelables. Or, on constate que ce n'est pas le cas, et les intervenants qui vont me succéder seront certainement mieux à même que moi de donner un avis, un éclairage sur les difficultés rencontrées. Alors, il est vrai que pour la période très récente, la crise provoquée par la pandémie, qui a durement touché l'Afrique, puis la crise, les multiples crises, on peut dire provoquées par la guerre en Ukraine, ont certainement ralenti le développement d'un certain nombre de projets et compromis leur bancabilité, pour parler franglais. Mais ça n'est peut-être pas la seule explication et ça sera intéressant d'échanger sur ce thème. Un mot quand même des énergies fossiles qui ne vont pas disparaître, et il est important de prendre en compte le fait que certains de ces besoins sont tout à fait essentiels pour les populations locales, donc on ne va pas les faire disparaître très rapidement non plus. Voilà ce que je pouvais dire à ce stade pour introduire les discussions sur cette partie, et je serai prêt évidemment à répondre à vos questions ultérieurement. Merci beaucoup Louis-François pour ce tour d'horizon rapide, mais qui donne quand même une bonne idée effectivement des potentiels importants en énergie renouvelable qui devraient permettre normalement de combler les gaps. Alors moi j'ai retenu un chiffre important qui est effectivement 7900 gigawatts de potentiel solaire, c'est effectivement considérable. Un autre chiffre qui m'a frappé effectivement, c'est celui du financement qui est au plus bas. Alors je dis pourquoi ce chiffre me frappe, parce que il y a deux agences, hein, vous le comprendrez dans les débats, on mobilise plusieurs séries de chiffres. Il y a celle de l'Agence internationale de l'énergie et celle de l'Agence des énergies renouvelables. L'Agence internationale des énergies avait fait un scénario qui s'appelle SAS, qui doit vouloir dire Sustainable Africa Scenario, ou scénario pour la transition durable en Afrique, dans lesquels ils estimaient effectivement, alors qu'ils sont liés au besoin de couvrir les populations et de remplir les objectifs de développement durable, donc de faire en sorte que l'accès à l'énergie ou à l'électricité soit universel en Afrique, et avaient estimé que pour ce faire, les besoins de financement étaient entre 2026 et 2030 de 190 milliards. Et Louis-François, vous nous avez parlé de
2,6 milliards. De 2,6 milliards en financement de projet sur l'année 2021. 2021 pour les énergies dans leur totalité? Renouvelables. Pour les énergies renouvelables. Alors, voyant ça, on voit qu'il y a certainement un gros potentiel, mais qu'il y a l'air d'avoir un petit gap de financement, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est des sujets sur lesquels on va être obligé d'insister un petit peu. Et ça met aussi un autre sujet en exergue. Vous nous avez parlé de la présence des énergies fossiles, à la fois importante pour les recettes publiques des différents États, mais aussi pour leur propre consommation et l'accès des populations à l'énergie. On a Moubarak Lo qui est avec nous et qui va peut-être pouvoir nous parler de ça un petit peu, puisque le Sénégal est dans une situation particulière, a justement découvert des gisements de pétrole, mais essentiellement de gaz naturel sur ses côtes, et se pose des questions des stratégies à mobiliser pour les utiliser au mieux. Est-ce que les utiliser au mieux, c'est ne pas les utiliser? Est-ce que c'est les exploiter en interne? Est-ce que c'est exporter vers l'Europe qui va en avoir besoin? Comment on pense le gaz et le pétrole au Sénégal, Monsieur Moubarak Lo? Votre micro n'est... Vous êtes sans micro. C'est bon? Oui. D'accord. Donc, je disais qu'il faudrait peut-être quelques chiffres sur les besoins énergétiques en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, le continent fait 1,4 milliard d'habitants, on y est de 900. C'est 1,4 milliard. C'est 18% de la population mondiale. Mais en termes de consommation énergétique, l'Afrique n'est qu'à 3,3%. Ça veut dire que si on devait aligner disons, la consommation africaine sur la moyenne mondiale, il faudrait multiplier la consommation africaine par plus de 5 pour pouvoir atteindre la moyenne mondiale. Ça, c'est le premier élément. Donc, ça veut dire qu'à l'horizon 2040, si on voulait aligner l'Afrique sur la consommation mondiale, il faudrait multiplier l'énergie disponible 5 fois. Sachant qu'aujourd'hui, disons, les estimations donnent le chiffre de 131,5 gigawatts. C'est le chiffre de 2021 d'après les statistiques disponibles au niveau mondial qui sont produites en Afrique. On n'a pas enlevé les pertes énergétiques parce qu'il y a des pertes d'énergie, notamment lors du transport. Mais même si on garde ce chiffre de 131, rien qu'en alignant l'Afrique sur la moyenne mondiale, ça nous amènerait à 850 gigawatts en 2040. Ça ferait, par rapport au niveau existant, 670 gigawatts supplémentaires à injecter dans le réseau. Ici, ajoute que la population africaine augmente. Donc, vous avez 3 éléments, en fait. Le premier élément, c'est l'alignement sur la moyenne mondiale, donc c'est la mise à niveau. Le deuxième élément, c'est la croissance démographique. L'Afrique est le continent dont la population croît le plus vite aujourd'hui au niveau mondial. Avec l'Océanie, c'est le seul continent qui a un taux de fécondité qui lui permet disons, d'assurer un remplacement continu. Et en 2040, la population africaine qui est aujourd'hui de 18% devrait représenter aux alentours de 23%. Et en 2100, ça devrait être 40% de la population mondiale. Donc c'est pour vous dire que vous avez cette croissance fulgurante de la population qui aura besoin aussi de ressources énergétiques beaucoup plus importantes, de consommation énergétique plus importante. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde rural, moi-même, je suis maire au niveau rural. Beaucoup de ménages n'ont pas encore accès à l'énergie, soit pour l'électricité, mais également pour faire la cuisson. Ils sont obligés d'utiliser le bois de chauffe ou la biomasse. Et donc, le troisième élément, donc, en dehors de la mise à niveau de la croissance démographique, c'est l'industrialisation. Parce que l'Afrique n'a pas encore effectué, disons, dans son ensemble, la révolution industrielle. Aujourd'hui, on est dans le début, il y a beaucoup de pays qui font des efforts. Bon, vous avez parlé du Maroc tout à l'heure, l'Afrique du Sud, l'Égypte.
Mais beaucoup de pays africains encore doivent assurer la transformation structurelle, donc passer de la production et l'exportation de produits non transformés vers la production et l'exportation de produits transformés. Et ça demande beaucoup d'énergie. Bon, vous prenez le secteur des mines, rien qu'en Guinée, aujourd'hui, les besoins immédiats, je ne parle pas même pas du futur, on parle de 8 gigas dont on a besoin en Guinée pour pouvoir exploiter la bauxite en Guinée. Et donc, vous avez aussi tous les autres pays. Vous avez cité le Sénégal tout à l'heure pour le pétrole. Si le Sénégal doit se lancer dans la transformation du pétrole brut pour faire du pétrole qu'on puisse exporter, transformé, parce qu'on peut fournir les pays de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique centrale et du Nord, et du reste de l'Afrique aussi avec les produits qu'on va faire. C'est pareil pour le gaz. Et tout ça va demander de l'énergie. Et donc, c'est pour vous dire que tout à l'heure, je parlais de 670 gigas supplémentaires. Si vous ajoutez les besoins également du secteur minier, on peut dire que sans doute d'ici 2040, il faudra injecter environ 1000 gigas supplémentaires. Donc 1000 gigas supplémentaires, c'est énorme. Bon, il y a des pays comme l'Afrique du Sud qui sont déjà bien positionnés dans la production énergétique. Il y a le Maroc qui est en train de faire des pas gigantesques dans les énergies renouvelables avec le solaire et l'éolien. L'Égypte et même le Sénégal aussi. Aujourd'hui, 27% de notre, disons, mix énergétique, c'est du renouvelable. Et on continue à avancer dans ce sens. Et bon, demain, on aura du gaz. Et l'option a été prise déjà de transformer tout ce qui fonctionnait, disons, au diesel et donc de le transformer en utilisant du gaz, tout en développant le solaire, l'éolien et même l'énergie marine, parce qu'il y a encore, comme le disait tout à l'heure d'ailleurs Jean-François, beaucoup de potentiel avec l'énergie marine et côtière. Et donc, c'est pour vous dire que l'enjeu est énorme, c'est la mise à niveau, c'est l'augmentation du taux d'électrification de façon à atteindre l'électrification universelle. Beaucoup de pays aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup d'efforts au niveau urbain. Dans beaucoup de capitales ou de grandes villes, vous avez jusqu'à 90% de la population qui peut avoir accès à l'électricité, mais au niveau rural, vous aurez souvent moins de 20%. Bon, il y a certains pays qui ont fait des efforts. Au Sénégal, on a dépassé 50%. On compte même d'ici 2025 atteindre l'électrification universelle parce que il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui sont mis en œuvre dans le monde rural, mais il faut distinguer l'accès à l'électricité et l'électrification et le taux d'électrification parce que en fait le taux d'accès c'est seulement quand le village a la possibilité de se connecter sur le réseau, alors que le taux d'électrification c'est calculé au niveau du ménage. Donc vous avez beaucoup de villages qui ont accès à l'électricité, mais les ménages n'ont pas encore accès à l'électricité. Donc, c'est pour vous dire que le défi est vraiment énorme et qu'il faudra démultiplier les efforts pour à la fois augmenter la production propre, réduire, disons, la consommation énergétique avec des combustibles qui sont nuisibles à la santé et assurer en même temps la transition énergétique. Donc, c'est une équation extrêmement difficile à résoudre, tout en tenant compte du croît démographique, des besoins d'industrialisation. Je n'ai pas parlé de l'agriculture qui doit également subir sa révolution. On parle de révolution verte qui n'a pas encore été effectuée en Afrique et qui dit révolution verte dit mécanisation. La mécanisation, forcément, on aura besoin également d'énergie. Merci beaucoup. Merci Moubarak. Si je vous entends bien, effectivement, donc vous faites état d'un nombre de besoins considérables. Donc vous évoquez le chiffre de 1000 gigawatts. Effectivement, vous parlez de l'évolution de tout ce qui va être agricole, nouveaux itinéraires techniques, utilisation d'intrants, mécanisation, industrialisation et croissance démographique. Qui dit tout ça dit rattrapage. Et donc moi, je vous demandais effectivement, qu'allez-vous faire un petit peu du gaz naturel, puisque le potentiel de renouvelable, on l'a vu, est considérable, mais qu'allez-vous faire du gaz naturel, qui est aussi un élément de remplacement, effectivement, du fuel dans un premier temps,
au Sénégal et dans pas mal de pays qui ont découvert des gisements. Parce que ce débat est intéressant aussi pour les gens qui nous écoutent, c'est que l'électrification de l'Afrique ne se fera pas uniquement à coup d'énergie renouvelable, elle va se faire aussi à l'aide de gaz naturel et de ressources fossiles. Comment le Sénégal utilise ou peut utiliser son gaz? Oui, disons que nous, on a du gaz qui vient et nous avons paramétré, parce que le modèle de fonctionnement de l'énergie au Sénégal, c'est que on a ce qu'on appelle des producteurs indépendants. Donc la société d'électricité ne produit pas elle-même aujourd'hui. Donc c'est des producteurs indépendants qui font et qui vendent. La société fait uniquement le transport, la distribution. Et donc tous les nouveaux projets sont paramétrés pour pouvoir fonctionner au gaz. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Bon, on a un projet qui devait être au charbon, mais qui tarde à démarrer. C'est le seul projet d'ailleurs, parce que le Sénégal a fait vraiment l'option d'aller à fond sur le gaz. Et vous connaissez le débat au niveau mondial, parce qu'au moment où on a jugé que le gaz, même si elle est abondante, elle n'est pas une énergie propre, totalement propre en tout cas. C'est mieux que le diesel, mais ce n'est pas le solaire ni l'éolien. Il y a eu de la résistance de la part des pays comme le Sénégal pour dire que qu'est-ce qu'on va faire de ce potentiel. Donc, l'option qui est prise au Sénégal, c'est le remplacement. Donc, la société, en fait, d'énergie a d'anciennes centrales qui sont déjà là. Donc, on va remplacer toutes ces centrales avec des centrales à gaz. Et tous les nouveaux projets vont fonctionner avec du gaz ou avec du solaire ou de l'éolien. Parce qu'on a des projets qui peuvent atteindre parfois 30 mégawatts, et donc qui sont extrêmement importants. Et donc, le gaz va servir d'abord à exporter, mais également à pouvoir satisfaire notre demande pour la production énergétique locale. Merci beaucoup. Alors, on arrive sur une question qui est un petit peu difficile, donc je reprends ce qui nous a été dit tout à l'heure, 2,1 milliards de financement dans les énergies renouvelables au cours de la dernière année, un besoin estimé à entre 110 et 120 milliards par an entre 2026 et 2030 pour arriver à l'accès universel. On est donc en présence d'un gap de financement plus que conséquent, c'est le moins qu'on puisse dire, lié effectivement à pas mal de choses, au dysfonctionnement du Fonds vert pour le climat, à des promesses non tenues. Il y a aujourd'hui dans les pays développés, les pays européens, de plus en plus de difficultés, si je ne dis pas de bêtises, à financer des projets autour du fossile. Il y en a moins autour du renouvelable. Qu'en est-il en Afrique? Et là, je vais me tourner vers Gilles Toucan. Gilles. Oui, merci. Alors, sur le continent africain, la majeure partie des pays, parce que c'est toujours très difficile de parler de l'Afrique dans une globalité, parce que d'un pays à un autre, les problématiques sont assez différentes. Prenez le temps et vous pouvez détailler, on a le temps. Après, avoir dit cela, il reste quand même des causes communes. Le premier point à noter ici, c'est que la majeure partie des pays africains ont quand même fait le choix des investissements directs étrangers pour accélérer le développement des infrastructures énergétiques. Et cela passe donc du coup par des acteurs étrangers, dont des investisseurs, mais aussi des prêteurs pour pouvoir financer ces projets. Aujourd'hui, il y a plusieurs raisons qui expliquent la difficulté à financer des projets. Mais je pense que la toute première, c'est d'abord la disponibilité des financements. En effet, aujourd'hui, il faut garder à l'esprit qu'un projet énergétique, ça reste quand même un projet à forte intensité capitalistique, ce qui demande donc des tickets de montant d'investissement assez importants. Et vu que la finalité de ces projets, c'est pouvoir produire des centrales qui puissent fournir de l'électricité à des tarifs d'électricité compétitifs, aujourd'hui, tous les éléments d'intrants sur le coût du financement sont très importants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour avoir des tarifs intéressants, on demande au niveau des prêteurs des maturités suffisamment longues. C'est-à-dire, par exemple, quand on parle des cas, par exemple, des projets solaires, on est sur des maturités à 17, 18, voire 20 ans. On demande des taux de marge assez bas, de l'ordre des taux concessionnels, ce qui fait en sorte que, juste en prenant juste ces deux facteurs, on se retrouve sur des monopoles parce qu'il y a très peu d'acteurs qui sont capables d'apporter ce niveau de financement. Aujourd'hui, ces principaux acteurs, ce sont les bailleurs de fonds.
C'est-à-dire, c'est des organismes type AFD, Proparco, la Banque mondiale, etc. Donc, pour les gens qui nous écoutent, les banques françaises de développement, ces banques privées, et puis effectivement la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, qui sont des organismes internationaux. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, on aime bien faire la distinction entre les bailleurs de fonds et les banques commerciales. Les bailleurs de fonds ont accès à des ressources de plus long terme, avec des taux beaucoup plus bas, qui leur permettent, par ricochet, de faire des prêts sur des projets avec des niveaux de maturité qui sont beaucoup plus compétitifs que ce que les banques commerciales ont accès. C'est typiquement une banque commerciale au Mali ou au Gabon sera capable de prêter sur 7 ans, maximum 10 ans, tandis que la Banque mondiale pourra prêter sur 17 ans, sur 18 ans, sur plus longtemps. Et à cause des facteurs tels que la maturité ou le taux, de ce fait, les banques locales deviennent beaucoup moins compétitives et capables d'accompagner les développeurs sur leurs projets d'infrastructure. L'un des autres éléments qui rend aussi assez complexe le financement des projets, c'est le fait qu'il s'agit de financement sans recours. En fait, qui dit projet d'infrastructure financé essentiellement par investissement direct étranger, dit très souvent partenariat public-privé. Et donc, de ce fait, pour mettre en place ces financements, ça s'accompagne d'une certaine lourdeur contractuelle. Cette lourdeur contractuelle, elle est faite à dessein de pouvoir couvrir des risques. Il y aura par exemple des risques de défaut, c'est-à-dire typiquement, je suis un investisseur, je veux construire une centrale au Cameroun, je vais vendre mon électricité à l'utilité nationale qui s'appelle Eneo. De ce fait, je vais regarder quelle est la crédibilité financière d'Eneo, son rating, par exemple. Si son rating n'est pas suffisant, je vais me dire qu'il y a un risque de défaut, donc je vais vouloir essayer de mettre en place une garantie souveraine, puis une contre-garantie, et en fonction donc de la qualité des utilités nationales, qui sont très souvent une corollaire de la solvabilité des États, parce qu'elles restent essentiellement étatiques, on se retrouve à devoir mettre en place plusieurs couches de protection pour couvrir le risque de défaut. Un autre risque, par exemple, qui va vouloir être couvert au travers de ces contrats, peut être le risque de change. Aujourd'hui, les investisseurs vont investir essentiellement en monnaie appelée hard currency, donc de l'euro, du dollar, tandis que les revenus vont être payés en monnaie locale. Donc, du coup, il y a un risque de taux de change, il y a un risque de disponibilité de la devise étrangère, un risque de convertibilité de cette devise et un risque de transférabilité de cette devise, pouvoir ressortir les devises vers l'étranger pour payer les actionnaires et les prêteurs. Il y aurait par exemple des risques de type risque environnemental, c'est-à-dire aujourd'hui, une banque mondiale, pour prêter sur un projet, va s'assurer que ces projets répondent à ses plus grandes exigences en matière d'impact environnemental et social. Et de ce fait, cela implique souvent de mettre en place des mesures préventives et correctives en termes de risque environnemental assez importants, qui parfois aussi engendrent des coûts. Au-delà de ces, et je pourrais en citer des milliers des cents en termes de risques, mais globalement, le financement de projets consiste à identifier et à mitiguer les risques. Et donc, de ce fait, cela implique en fait une assez grande lourdeur contractuelle. Merci pour ce premier tour d'horizon. Alors, en vous écoutant, vous nous mentionnez trois grandes catégories effectivement de problèmes. Donc, déjà, la disponibilité des financements, effectivement, trouver des partenaires matures. Parce que ce qui m'étonne quand je regarde un petit peu la carte que nous a présentée Louis-François avec des potentiels solaires qui sont gigantesques, effectivement, et le fait qu'ils ne soient pas exploités, c'est pourquoi quelqu'un qui monte des projets énergétiques a finalement plus intérêt, si je caricature, à aller se lancer en Europe où les potentiels solaires sont moins importants
qu'en Afrique, où il aurait a priori beaucoup de potentiel. Donc, est-ce que ça tient plutôt à cette question, effectivement, de disponibilité des financements, de trouver des opérateurs qui sont fiables en Europe ou en dehors de l'Afrique, qui sont plus fiables que les partenaires africains? Est-ce que le montage des partenariats publics-privés n'est pas quelque chose que les pays africains maîtrisent? Alors, dans le domaine de la construction, que je connais par ailleurs, il y a quand même déjà beaucoup de pays qui pratiquent les PPP et qui s'en sortent a priori pas mal. Voilà. Et troisième question, qui est là effectivement peut-être plus problématique, celle du risque de change. Comment on peut comprendre qu'il y ait ce sous-financement alors que les besoins sont si importants en Afrique? Comment vous l'expliquez? Vous financez aussi des projets en Europe, donc vous devez pouvoir nous rendre compte de ça. Oui, effectivement. Alors, par rapport à la première question sur le fait de pourquoi investir en Afrique au lieu de le faire en Europe, il faut garder à l'esprit que le risque est rémunéré. C'est-à-dire, aussi bien les risques sont moins importants en Europe, autant la rentabilité qu'on obtient de ces projets n'est pas du même acabit. Il est tout aussi faible. Donc, du coup, le choix du lieu d'investissement est une décision stratégique. De se dire, où est-ce que j'ai envie de consacrer du temps. D'accord. Je vois que Louis-François a envie de rebondir et moi j'ai aussi une question. Donc si je vous écoute, on n'a pas exactement les mêmes. D'un côté, on aurait des banquiers, des banques d'affaires plus traditionnelles qui seraient sur un certain nombre de projets, plutôt les projets européens, peut-être moins risqués, et le risque supérieur mais plus rémunérateur qui serait pris par d'autres types d'acteurs financiers. Vous pouvez reformuler la dernière? Oui, les acteurs financiers qui financent les projets en Afrique et ceux qui vont les financer en Europe ou aux États-Unis, par exemple, sont-ils les mêmes ou sont des acteurs différenciés qui, justement, n'ont pas la même aversion au risque? Effectivement, c'est une question vraiment d'aversion au risque. Il y a plusieurs catégories de financiers, je dirais. Il y a ceux qui ont, d'un point de vue stratégique, ont pris la décision d'investir que sur des marchés matures. Et donc, ils n'investissent qu'en Europe ou en Amérique du Nord et, par exemple, n'investissent jamais en Afrique ou en Amérique latine. Il y a d'autres acteurs qui investissent sur les deux marchés, aussi bien sur des marchés matures que des marchés appelés frontières. Et puis, il y a d'autres acteurs qui aussi prennent la décision d'investir presque exclusivement sur des marchés frontières. C'est vraiment des décisions purement stratégiques en connaissance de cause. Il est juste important de garder de façon globale à l'esprit que le risque est rémunéré. Donc aujourd'hui, un projet plus risqué au Gabon vous donne droit à un niveau de TRI, de rentabilité plus important. Et en dépit de ça, on a toujours ce problème de financement, donc ce gap de financement. Peut-être que Louis-François, c'est là-dessus que vous vouliez intervenir. Alors pas tout à fait, mais moi j'avais une question pour Gilles Toucam qui va dans le même sens de ce que Thierry Homel a posé. Quelles sont les difficultés particulières par rapport à des marchés comme l'Europe ou l'Amérique du Nord ou du Sud? Et vous avez la réponse. Moi, je ne l'ai pas. Je ne suis pas un expert du continent africain, mais seulement de l'énergie, si je peux mettre des guillemets autour de seulement. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté particulière sur le cadre réglementaire et juridique sur un certain nombre de ces projets? Ce risque ou cette difficulté fait partie de la multitude des difficultés que l'on rencontre sur des marchés moins matures. Le cadre réglementaire, ce qui se passe, c'est que les pays se structurent. D'ici 15 ans, par exemple, j'anticipe que pas mal de pays pourraient atteindre, par exemple, le stade de l'Afrique du Sud, où l'Afrique du Sud développe ses centrales d'énergie renouvelable sous forme de tours de table. Donc, il y a un round 1, round 2, qu'ils appellent le REIPPP. Et donc, du coup, aujourd'hui, ils sont arrivés à un stade où ils ont, par exemple, des contrats standardisés de concession, des contrats standardisés d'achat d'électricité qui leur permet maintenant de déployer leur projet plus rapidement. Il faut garder à l'esprit que, mine de rien, le PPP dans le secteur de l'énergie, pour certains pays, reste encore nouveau. Le tout premier projet d'énergie renouvelable au Gabon a eu lieu il y a 2 ans. Il s'agit d'un projet hydroélectrique en construction. Donc, en fait, j'anticipe, je ne peux pas le dire avec certitude, mais j'anticipe que les États vont s'appuyer sur leur retour d'expérience pour améliorer et adapter leur cadre réglementaire et juridique, qui feront en sorte que si aujourd'hui développer une centrale hydroélectrique de 420 MW prend 17 ans au Cameroun, par exemple, avec le projet Natigal,
La prochaine prendra beaucoup moins de temps. Si on additionne un petit peu effectivement les durées de réalisation des projets, donc la partie réglementaire, est-ce qui prend le plus de temps? La formalisation du cadre contractuel, c'est les parties les plus complexes sur le continent. Je dirais que c'est effectivement la partie la plus complexe parce que c'est la partie qui touche à la négociation avec les autorités concédantes. D'accord. Parce que quand on regarde un projet, par exemple, le premier élément le plus important, ce sont les revenus. Qui dit revenus, dit tarif et sécurisation de ces revenus. Sauf que toute négociation en lien avec le tarif se fait au travers du contrat d'achat d'électricité, du contrat de concession avec la partie État. Merci. Moubarak, est-ce qu'on ne vous entend pas, je crois? Oui, c'est bon. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à nous dire justement sur la manière dont l'État, qui au Sénégal est organisé et dispose d'une gouvernance solide, qui a négocié pas mal de partenariats publics-privés en matière d'autoroutes, d'infrastructures, a négocié avec les partenaires? Est-ce que ça a été compliqué de négocier avec les partenaires internationaux qui travaillent avec la République du Sénégal sur les projets gaziers ou pétroliers? Ou est-ce que justement le fait d'avoir bénéficié avant d'expériences dans d'autres domaines a facilité ces négociations? Oui, bien sûr. Bon, il faut dire que le pétrole et le gaz, c'est particulier. C'est différent des IPP, Independent Power Producers, c'est-à-dire les producteurs indépendants d'énergie, d'électricité en tout cas. Parce que moi-même, j'ai eu personnellement à conduire une négociation avec une société coréenne qui devait faire 250 mégawatts. Donc, en général, la clé, c'est la garantie. Souvent, les compagnies demandent la garantie de l'État. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la fiscalité. Donc, les sociétés demandent des remises fiscales. Ensuite, il faut maintenant l'assurance que la société va... Donc, il faut un contrat d'achat avec la société de production. Donc, généralement, c'est les trois éléments qui sont les facteurs clés de succès. Jusqu'à récemment, c'était des appels d'offres, mais le Sénégal a modifié, comme vous le savez, la loi sur les marchés publics. À partir de 100 millions de dollars, maintenant, il est possible d'avoir des négociations directes. Et donc, ça a permis de faire pas mal de deals avec des sociétés, disons, dans la période récente. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui en ont profité, qui vont démarrer bientôt. Maintenant, sur le gaz et le pétrole, c'est différent parce que moi, je distingue le fait d'aller extraire le pétrole et le gaz, ça c'est une chose. Maintenant, le fait d'aller demain utiliser ce pétrole et ce gaz pour faire du gaz industriel ou du gaz domestique, c'est autre chose. Et donc, mais sur les premiers contrats, en tout cas, on dit que souvent une bonne négociation, c'est une négociation où tout le monde est content. En tout cas, le Sénégal semble dire qu'il a tiré son épingle du jeu des négociations sur le pétrole et le gaz, parce que non seulement l'État est partie prenante à travers sa société Petrosen, donc qui a, disons, des actions gratuites, mais à travers les dividendes, mais également la fiscalité qui sera payée. Et donc tout ça, à la fin de la journée, l'État va tirer une bonne partie des ressources attendues. Mais il faut savoir que tout cela est souvent calculé sur les bénéfices et la question clé, c'est les coûts exposés. C'est là où souvent la bataille doit se faire parce que souvent les pays ne sont pas assez outillés pour pouvoir négocier cette partie. Parce que la société qui a fait l'exploration arrive forcément avec des coûts qui ont été exposés et que donc que la société voudra amortir. Et c'est souvent là où il faudra être très vigilant. Merci beaucoup.
Merci Moubarak. Donc effectivement, un Sénégal qui dispose d'une expertise, mais la question de défaut d'expertise par rapport aux investisseurs potentiels. Première question, la question de l'évaluation du risque qui est un autre sujet. Et j'entendais Gilles nous dire, bon, les projets privilégiés en Afrique, c'est souvent des investissements directs étrangers, donc du prêt et ou de l'investissement. Mais est-ce qu'on note une différence entre ce qui se passe dans le domaine du fossile et ce qui se passe dans le domaine du non fossile? Je m'explique. Il me semble que les agences dont on parle, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, rechignent un petit peu à financer les projets fossiles aujourd'hui. Donc, vers qui les pays africains peuvent-ils se tourner pour ce type de projet? Alors, clairement, aujourd'hui, on rencontre plus de difficultés à financer des centrales à gaz ou des centrales, par exemple, à diesel, comparativement à une centrale solaire. Ceci étant dit, il reste quand même jusqu'à présent des acteurs qui le financent, aussi bien des bailleurs de fonds que des banques commerciales, parce qu'aujourd'hui, typiquement, il y a des sources fossiles type gaz qui sont considérées comme des sources de transition pour permettre justement aux États en disposant, notamment comme le Sénégal, comme le Gabon, comme l'Afrique du Sud, de pouvoir l'utiliser pour s'industrialiser et aussi atteindre cet objectif d'accès universel à l'électricité pour leur pays. Donc oui, on rencontre plus de difficultés, mais il reste encore des acteurs qui peuvent apporter des financements. Et c'est aussi vrai pour le charbon? C'est beaucoup moins vrai pour le charbon. D'accord. C'est beaucoup moins vrai pour le charbon. Aujourd'hui, seul le gaz, en fait, se positionne encore comme une énergie de transition et donc trouve du financement. Le charbon, à ma connaissance, alors je ne travaille pas sur des projets de charbon, mais à ma connaissance, c'est extrêmement difficile de trouver du financement. D'accord. Bon, peut-être, en fait, il faut pas oublier que les pays émergents comme la Turquie, comme la Chine, comme l'Inde, qui sont très actifs dans l'offre, disons, de production indépendante, ou même la Corée, ces pays-là ont ce qu'on appelle des Exim Banks. Et souvent, quand ils viennent, ils peuvent avoir l'appui de leur Exim Bank. Parce que n'oubliez pas que si on parle de 250 MW, par exemple, le projet ne se chiffre même pas à $1 milliard d'investissement. Donc, ce n'est pas grand-chose pour un pays comme la Corée ou la Chine ou l'Inde. Et donc, au-delà de la Banque mondiale, parce que n'oubliez pas que les choses ont changé, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus des sociétés publiques, comme je disais tout à l'heure, mais c'est plutôt des producteurs privés qui viennent des pays émergents et qui peuvent venir avec des financements de leur Exim Bank. Donc voilà, donc je pense que ça change la donne. C'est ça qui fait que vous pouvez trouver encore des projets fossiles financés non pas par la Banque mondiale ou la SFI, mais par les Exim Bank de ces pays émergents. D'accord, merci pour cette précision parce que c'est effectivement important de bien comprendre le paysage du financement. Les organismes internationaux rechignent à financer le fossile, mais les banques privées des pays émergents, elles ne le rechignent pas. Et puis, il y a la nouvelle banque de développement aussi des BRICS qui ne pose peut-être pas les mêmes conditions. Ça, je ne le sais pas, mais peut-être que Gilles peut nous en parler s'il le sait, que la Banque mondiale sur le financement du fossile. Alors, aujourd'hui, parmi les bailleurs de fonds, en fait, qu'on inclut les bailleurs de fonds, il y a aussi bien des DFI, donc des institutions financières de développement, mais il y a également aussi des entités d'import-export, comme la Afrexim Bank, comme la China Export-Import Bank. Donc, en gros, il y a des grandes nations qui ont, en fait, des agences d'export qui financent leurs projets. Même en France, par ailleurs, on a une équivalent de ça. Mais je rebondis sur ces banques des pays émergents en regardant un petit peu la manière dont la Chine lève le pied sur les financements
en Afrique, Moubarak. Je vois qu'effectivement, après avoir octroyé beaucoup de prêts concessionnels pendant une quinzaine d'années, il y a aujourd'hui un ralentissement des financements chinois sur le continent aussi, parce que, alors peut-être qu'ils font l'expérience de nos remboursements, ou peut-être qu'ils se tournent aussi vers d'autres marchés. Donc, je ne sais pas si cette situation de double contrainte de financement et double système va perdurer longtemps. Il y a un petit peu d'inquiétude aussi. Si on voit des chiffres d'investissement si bas sur les dernières années, c'est aussi dû au ralentissement effectivement du financement des acteurs chinois sur les marchés internationaux. Et ça nous amène quand même à revenir vers notre sujet initial. Donc, je crois que Moubarak nous disait effectivement que la consommation d'électricité par habitant de l'Afrique, ça correspond à peu près à 17% de la moyenne mondiale. Non, pas 17%. Pardon? C'est 5 fois moins, oui, c'est 5 fois moins. Oui, bon, alors un petit peu plus. Voilà. Malgré tout, on a donc d'énormes besoins, des besoins qui vont pas être couverts. Donc, si on prend l'image d'aujourd'hui, un ralentissement total des financements, là, je vais peut-être me tourner vers Louis-François. Est-ce que vous pensez que ces problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, donc ça, 2 fois vous avez évoqué les questions de crise tout à fait réelles, question de crise Covid, l'agression russe en Ukraine, qui ont déstabilisé, on va dire, les marchés financiers. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans un momentum un peu particulier et que d'ici 3-4 ans, le financement en Afrique peut repartir à grande échelle? Ou est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter sur la trajectoire qu'on observe en ce moment et qui nous a été montrée, à savoir un déclin des financements alors que les besoins restent importants? Louis-François. Alors, on peut quand même, peut-être une note d'optimisme ou de moindre pessimisme, constater que les projets renouvelables ne sont pas faciles à financer partout dans le monde. Et pour prendre l'exemple d'un domaine très capitalistique qui est l'éolien en mer, ces projets sont difficiles à financer aujourd'hui en Europe et aux États-Unis du fait des taux d'intérêt élevés. On est sur des industries extrêmement capitalistiques, de l'inflation et de la disruption des supply chains qui fait que les projets qui ont été conçus avec des prix seront construits, s'ils le sont, avec d'autres prix beaucoup plus élevés pour les équipements. Donc, on peut espérer qu'une fois cette crise de l'inflation, disons, de la complication des supply chains et des taux d'intérêt derrière nous, la situation redeviendra normale. Moi, je souscris également à ce qu'a dit Gilles Toucam. Il y aura un effet d'apprentissage en Afrique. Par exemple, sur le cadre réglementaire, j'ai un tout petit peu insisté sur ce sujet, mais également sur la façon de monter des projets qui fait qu'on reviendra à une situation plus normale. Et le potentiel est là. Après, c'est vrai que l'évaluation des risques n'est peut-être pas toujours facile pour certains acteurs. Donc il faudra sans doute trouver des mécanismes adaptés pour réduire les risques. Merci beaucoup pour ces précisions. Un cadre réglementaire difficile, certes, mais des besoins importants. Et aussi, dans le domaine, on va dire, de la transition énergétique telle qu'elle se dessine en Europe, des capacités très, très importantes. Donc, je m'exprime, les métaux stratégiques ou une grande partie des métaux stratégiques qui vont être utilisés dans la transition viennent aussi d'Afrique, notamment de RDC. On a eu une table ronde à ce sujet il y a quelques mois. Si je me souviens bien, j'ai regardé ça il n'y a pas si longtemps, je crois qu'il y a 22, alors il y a beaucoup de mines artisanales en RDC, il y en a qui ne sont pas artisanales, et parmi les 21 ou 22 mines non artisanales, je crois qu'il y en a 18 ou 19 qui sont aux mains d'opérateurs chinois, qui extraient le cobalt, qui le transportent et vont le raffiner en Chine. Donc sur ces transitions qui se dessinent, là aussi on voit la Chine grand pourvoyeur de ressources, mais a priori pas d'anticipation de ce qui s'est passé dans les autres secteurs énergétiques avant, c'est-à-dire des débats nationaux sur la prise de participation dans ces mines, sur le changement des conditions d'exportation. Est-ce que vous regardez aussi un peu comment les pays africains qui possèdent les ressources de la transition de demain et d'aujourd'hui se comportent à ce niveau-là? Je pense à la RDC, mais il y en a d'autres, hein, l'Afrique du Sud aussi, avec son platine. Alors, en toute transparence, c'est un sujet que je maîtrise moins. Oui. Ce que j'observe, mine de rien, c'est que
l'augmentation des prix, par exemple d'une offre PC, de construction d'une centrale, n'est pas uniquement lié à l'augmentation des prix des matières premières. Il y a par exemple, aussi bête que cela puisse paraître, mais l'augmentation du prix de l'électricité, qui a significativement augmenté le coût de production. Il y a également, ce dont vous parliez précédemment, l'augmentation des taux, parce qu'aujourd'hui, un bailleur de fonds vous applique le taux Euribor en moyenne de 6 mois, plus sa marge. Sauf que entre 2020 et aujourd'hui, le taux Euribor 6 mois est passé d'un taux négatif, où en fait, littéralement, la Banque centrale vous payait pour vous donner de l'argent, à des taux Euribor 6 mois à plus de 3%. Ça veut dire, mécaniquement, sans même que les bailleurs de fonds aient augmenté le coût de leur dette, le coût de la dette a augmenté. Donc, aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est juste de regarder à l'esprit qu'il y a une multiplicité de facteurs qui ont engendré cette augmentation des coûts. J'ai bon espoir qu'à un moment, cette inflation va se stabiliser. Par contre, je ne pense pas qu'on reviendra exactement aux conditions de pré-Ukraine, pré-Covid, mais peut-être à une situation où on avait une inflation beaucoup plus stabilisée. Parce que l'autre inconvénient d'une inflation qui est galopante, c'est que plus aucun constructeur ne peut, par exemple, vous fournir un prix fixe sur plus de 3 mois. Sauf que dans un contexte d'un financement de projet, où il faut fixer les prix et se mettre d'accord et négocier, cela peut être très long, c'est très difficile d'avoir un prix qui n'est valide que 3 mois. Effectivement. Bah, écoutez, on va en rester là. Alors, je vais vous remercier chaleureusement tous les trois au nom de Futurible. Merci les tables rondes, c'est court. Effectivement, un continent à 55 pays avec des situations contrastées, c'est difficile. Et il est donc difficile d'évoquer l'énergie en Afrique parce que le Sénégal, le Gabon et l'Algérie n'ont pas les mêmes situations énergétiques, ni en termes de capacité de production, ni en termes de besoins, que les questions du financement n'y sont pas exactement les mêmes, mais on a quand même essayé de dresser un tour d'horizon effectivement sur les besoins. Je rappelle ce qui a été dit principalement, un gros besoin d'accès, des difficultés encore liées au financement et besoin d'apprentissage des États, un besoin d'accès qui va être multiplié par le rattrapage d'une part, l'industrialisation et des perspectives d'émergence des pays africains. Et a priori, des acteurs avec moi qui étaient plutôt optimistes. Alors ce soir, l'optimisme était de rigueur parce que techniquement, ça semble faisable, parce que le financement, même s'il n'est pas dépensé, il est là quelque part. Et donc, on a effectivement aussi une capacité peut-être de plus en plus endogène au sein des pays à développer des projets autour de l'énergie. Ça, c'était le dernier mot que nous livrait Moubarak. Je vais souhaiter une excellente soirée à nos trois intervenants. Les remercier une fois de plus, remercier les gens qui nous écoutaient et dire à ceux qui nous écoutaient pas et qui ont donc été paresseux qu'ils pourront nous réécouter puisque tout ceci est enregistré et mis en ligne, bien entendu. Merci encore à tous les trois, excellente soirée et à très bientôt pour une nouvelle table ronde. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.